Collection, c'était un coup de foudre pour un petit vase bijou. Schneider inconnu, français, allemand, on ne savait pas, contemporain, peut-être, aucune idée. Et c'est le doigt dans l'engrenage. Et on a cherché, à force de chercher, on a trouvé qui était Schneider. Et là, on a découvert une production fabuleuse. Il dépasse tout le monde. Il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment lui. L'histoire de la dynastie Schneider débute à la fin du XIXe siècle dans l'est de la France. Charles Schneider a 16 ans lorsqu'il est embauché en 1897 par une jeune manufacture verrière de Nancy, la Maison Daume. Il y apprend la gravure sur verre et le modelage. Parallèlement, il suit l'enseignement de l'école des beaux-arts de Nancy. Conscient du talent du jeune homme, Antonin Daume le soutient pour qu'il intègre l'école des beaux-arts de Paris. Malgré l'éloignement, Charles Schneider continue sa collaboration avec Daume en fournissant des modèles de pièces. En 1913, Charles Schneider achète une exploitation verrière à Épinay-sur-Seine, dans la région parisienne. Il s'associe à son frère aîné Ernest, qui a occupé un important poste commercial chez Daume. Mais la Première Guerre mondiale suspend l'envol de l'entreprise. Mobilisé, Charles Schneider réalise de nombreux dessins, témoignant des pièces pleines de fantaisie et de liberté qu'il rêve de réaliser. Enfin, à partir de 1918 et durant 15 années exceptionnelles, Charles Schneider va concevoir une multitude d'objets en verre, exubérants ou poétiques, déclinés dans une gamme de couleurs audacieuses et d'effets de matière inédits. Peu à peu, j'ai appris qui c'est, parce que on parlait que de Gallet et Dôme. Mais Gallet, il avait un bureau de dessin. Ce n'est pas lui qui l'a dessiné, ou que certaines pièces. Dôme n'était pas créateur. Et Schneider, c'est tout lui-même. Je trouve ça incroyable. Il était un homme qui sait et qui veut avancer. Il n'était pas facile, je crois. Il n'est pas très agréable, ni pour la famille, ni pour les ouvriers, pour qui que ce soit. Mais tout ça reste un peu mystérieux. Même la liaison qu'il avait avec les fils après, on ne sait pas très bien où il y a la frontière. Ou à quel moment le père s'est arrêté, à quel moment il a lâché tout pour le fils. Même avec les signatures, ils ont gardé longtemps la signature du père, donc on ne sait pas très bien. Il n'y a pas de frontière. L'un, ça rejoint l'autre. Il avait une imagination féconde et des sources d'inspiration diverses. Il était abonné à toutes les revues artistiques de son époque, françaises et étrangères. Il avait une forte connaissance des formes et des formes classiques. Et en fait, il a utilisé tout ça et ça a nourri son inspiration. Et il pouvait aussi bien concevoir dans un même temps des choses toutes petites, très raffinées et des pièces beaucoup plus sculpturales, beaucoup plus fortes, sans qu'il y ait d'antinomie entre les deux. Ce qui est intéressant dans le travail de Charles Schneider, c'est qu'il sort de ce qu'il a appris au sein de l'école de Nancy, qui est en fait la copie de la réalité. C'est ce qu'ont fait tous les autres, Gallet, la manufacture Daume aussi. Et en fait, on est sans arrêt dans la copie des proportions des fleurs, des légumes. On est vraiment dans le naturalisme de manière complète en fait. Ce que commence à faire Schneider à partir du moment où il crée des couleurs qui sont totalement artificielles par rapport à ce qui existe réellement, c'est qu'il sort de la réalité pour devenir un interprète total de ce qu'il crée. C'est-à-dire que très souvent la couleur sert d'argument décoratif principal. On est souvent sur des complémentaires en fait, des couleurs qui sont très heurtées. Alors en revanche la palette est très riche, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une création colorée importante. Et à l'usage, très souvent des pièces qui sont colorées ont en plus l'apport d'un décor qui est judicieusement situé sur le rapport de proportion d'une forme.
En fait, il a une démarche de graphiste. Dans certains cas, on reste en 2D presque, c'est-à-dire que les vases sont beaux de profil. Et puis petit à petit, on a des pièces qui justement sortent de ce genre de construction de manière totalement graphique. Ce qu'on pourrait faire sur un dessin à plat, il installe sur les décors cyprès du Vers français, avec les champs de lavande qui fuient, les dégressivités dans la proportion des arbres, une perspective. La manufacture Schneider a produit 2 lignes signées différemment. La première, c'est tout à fait logique compte tenu de son nom, des verreries avec la mention Schneider, et une autre ligne qui était assez indistincte de la première dans les premières productions, qui s'appelle le Vers français. Très rapidement, les productions se sont différenciées, c'est-à-dire que les décors de la ligne de Vers français étaient des poncifs qui étaient appliqués sur des vases, et ensuite les vases étaient gravés à l'acide. Les premiers décors sont animaliers, on trouve des écureuils, des lézards et d'autres animaux ou insectes comme les papillons. On est plus dans un but décoratif au bon sens du terme, c'est-à-dire que les pièces jouent avec la pose de couleurs sur des formes. Une forme a en général, quand on la compose, des points forts. C'est la même base de composition que pour un tableau. Il y a des endroits où on porte l'œil naturellement, et lorsque sur ces formes-là on porte l'œil et qu'en plus il se trouve qu'on a posé des couleurs ou des applications ou des choses qui sont spéciales, on est un peu envoûté par la verrerie. La production des débuts de la manufacture porte encore l'empreinte de l'école de Nancy, avec des décors créés par Gaston Hoffmann très figuratifs, très anecdotiques. Et très vite, Charles Schneider, qui va avoir recours à M. Babil, le chimiste de Sèvres, qui va lui créer des couleurs fabuleuses, va pouvoir s'affranchir totalement à la fois de l'esthétique Art Nouveau et des couleurs naturelles. Il va créer un rouge tango qui est vraiment la couleur emblématique de la manufacture, comme la coupe sur pied, la grande coupe sur pied noir jambe vénitienne, qui deviennent tellement emblématiques qu'il en fera sa carte de visite et le symbole de sa manufacture, de sa production. Ah, les grandes coupes, c'était son grand succès. Un peu plus tard, j'ai compris aussi les coupes. Les coupes fermées ou très plats, c'est la même chose. C'est plein, on ne peut pas ajouter. À côté de mon lit, il y a une grande coupe. Et quelqu'un me l'a donnée pour que je l'utilise. Il dit non, elle est pleine, mais vous ne voyez pas, elle est pleine déjà. Il faut rechercher et recomprendre ce qu'il y a dedans. Il faut le regarder si longtemps jusqu'à ce qu'ils comprennent. Une coupe, ces coupes-là, c'est merveilleux. Très touchant aussi avec Schneider d'ailleurs. Il a beaucoup aimé la forme du cruche. Ça, c'est une forme archi utilitaire. Et il verse vraiment. Et on ne peut pas l'utiliser, mais c'est très, très étrange qu'il a pris cette forme dans tout le taille, en largeur, en longueur. Et ça revient sans arrêt, les cruches. Mais quelle beauté! Quelle beauté il a donné à une forme qui est à l'origine utilitaire. Et on voit les verseuses comme ils sont formées, ça verse vraiment bien, mieux que des choses qu'on achète souvent qui sont faites que pour verser et pas des œuvres d'art. On a été particulièrement passionné par le travail du vitrail chez Schneider, qui était sans doute quelque chose d'important dans la manufacture, au vu des documents que l'on a trouvés, des projets, et au vu de la participation de Schneider en tant que vitrailliste à l'exposition universelle de 1925.
C'était une production importante puisqu'il avait aussi un atelier de démonstration du verre à demeure pendant la durée de l'exposition universelle, mais on n'a pas trouvé de vitraux autres que ceux qu'on a achetés dans la famille, qui étaient placés dans la maison d'Ernest et qui provenaient justement de l'exposition 1925. C'était pour nous intéressant parce qu'à l'époque, il y a eu un grand développement du vitrail civil pour les magasins, pour les édifices administratifs, pour les maisons particulières. Et Schneider, qui se disait athée, n'a visiblement pas fait de vitraux religieux, mais c'était une part très importante de sa production, puisqu'il y avait des gens dans son usine qui étaient dédiés uniquement au travail du vitrail. Le destin des deux fils de Charles Schneider nous a intéressés. Charles Junior était ingénieur. Robert Henry a suivi le même cursus que son père, c'est-à-dire qu'il est allé aux Beaux-Arts, il a même eu le même professeur, Dropsy, en sculpture, et c'était un sculpteur et un créateur. Ce qui est intéressant et ce qui nous a intéressés, c'est de voir comment Charles Schneider, en ayant été formé chez Dôme au cœur même de l'Art Nouveau, a complètement coupé cette inspiration et est devenu le verrier de l'Art déco. Charles Schneider Jr. et son frère Henri étaient en rupture totale avec la production de leur père, en travaillant plutôt des monocouleurs ou du cristal transparent, et ont su trouver leur style propre, leur inspiration propre, tout en étant verriers comme l'était leur père. Je suis très très attaché à Robert Henry de prendre une pièce déjà par la lourdeur et de le caresser avec les yeux, avec les mains. Je trouve que c'est un plaisir, c'est très sensuel pour moi. Évidemment, depuis petit garçon, il a toujours vu la manufacture, le verre, la chaleur, la souffrance. Mais je crois qu'il était plus sculpteur que verrier. C'est pour ça que ses formes ils sont plus sculpturales que son père. Et je trouve ce mélange entre sculpteur et verrier, je trouve ça magnifique. Les bulles asymétriques qui flottent dans la matière, ça donne encore un mouvement d'ailleurs, souvent vers le haut. Ou les couleurs, peu de couleurs, comme du champagne, ou de bleu même intense. Qu'est-ce que c'est osé! Cette exposition, c'est un vieux rêve concrétisé. On avait depuis très longtemps envie de faire un livre. On l'a fait avec Barlard en réunissant nos collections. Et puis timidement, on s'est dit ça serait bien de faire une exposition. Et finalement, on a été pris dans une sorte d'engrenage infernal mais magnifique. On a commencé par être reçu au musée de Sarreguemines, ensuite au musée de Conches, et puis on a vogué vers la Suède. Boda, au sud de la Suède, Göteborg, le musée national du design suédois, Riihimäki, le musée national du verre en Finlande, Peter Sagen en Allemagne, sur une plateforme verrière magnifique, Bourges, et là maintenant on termine à la Fondation Męczynski, un lieu 1930 magnifique qui est un écrin superbe pour la fin de notre aventure, de notre belle histoire. Et pour nous, c'était un énorme bonheur de faire découvrir ces pièces qu'on aime, avec lesquelles on vit, à des gens qui peut-être un jour les collectionneront, peut-être un jour auront envie d'en avoir ou iront dans les musées les voir. J'ai l'habitude avec Laurence, dans toutes les expositions, on choisit des pièces et se mettre d'accord. Le plus part du temps, on tombe sur la même pièce. C'est notre musée imaginaire. Et il est bien rempli. Et on ne regarde pas le prix ni la taille. On choisit les pièces avec